François Sauvadet, bonjour, ancien ministre, vous êtes député UDI de la Côte d'Or et vice-président du parti de Jean-Louis Borloo. D'abord, est-ce que l'entente Borloo-Bayrou, ça fonctionne? Oui, enfin, j'espère que ça va fonctionner, mais il faut... Vous avez toujours été prudent, vous. Moi, je suis très prudent là-dessus, parce que, bon, d'abord, François Bayrou s'est situé dans l'opposition, dont acte, mais il faut que, sur le plan local, on clarifie les choses. Enfin, est-ce qu'on peut rester durablement sur la posture où le MoDem s'apprête à être l'allié dans les territoires, dans les communes, avec le Parti socialiste? Je prends l'exemple de Dijon. François Rebsamen préside le groupe socialiste. Il est maire de Dijon. Et aujourd'hui, le MoDem... Je rappelle que vous êtes député de la Côte d'Or, justement. Oui, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais le président du MoDem s'apprête à faire alliance avec François Rebsamen. Enfin, bon, tout ça est incompréhensible. Donc moi, je demande à François Bayrou il est au courant, Borloo, votre camarade, de cette situation. Bien sûr, mais il est au courant. D'ailleurs, il lui demande cette clarification politique. On ne peut pas être dans l'opposition à Paris et puis être dans les majorités avec le Parti socialiste. Qu'est-ce qu'il vous répond, Bayrou? Qui ne contrôle pas ses troupes? Non, Bayrou, je ne partage pas son point de vue. Il considère que les élections locales sont des élections à part, sont des élections mineures, que finalement on peut faire de la convergence locale, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense profondément que les premiers éléments de reconquête seront à l'occasion des élections municipales. Et que si on rate ce rendez-vous, on va faire comme un certain nombre de Parisiens qui regardent tout ça du bout de la lorgnette, en se disant finalement les élections locales, c'est pas grave. Puis on se réveille, 60%, 70% des villes qui sont à gauche, 60% des départements, quasiment 100% des régions, et puis là le réveil est brutal. Moi je pense qu'il faut aller porter le débat dans chacune des 36 000 communes de France. Et la reconquête sera territoriale pour la droite et le centre, ou ne sera pas. Donc il faut une clarification. C'est ce que je demande à François Bayrou. En permanence, je lui dis, va jusqu'au bout de ta démarche. Mais moi, je ne veux pas revivre le film qu'on a vécu. Alors, je vais vous citer une phrase du général. Un Bayrou qui nous dit, écoutez, je vous dirai après ce que je fais. Non, ça ne marche plus. Alors, justement, question, il y a une fameuse phrase du général de Gaulle, il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Est-ce que vous pensez, justement, que si finalement François Hollande se représidentialise, il pourrait faire coucou François Bayrou et que Bayrou pourrait repartir? Parce que ça a l'air d'être ça, votre arrière-pensée. Oui, moi, j'attends des preuves d'amour, j'attends de la sincérité de la part de François Bayrou. Aujourd'hui, je vois bien qu'il s'est positionné dans l'opposition. Je ne voudrais pas que ce soit simplement tactique. Et puis que demain, on se réveille avec un François Bayrou qui n'aurait pas changé au fond et qui pense que l'alternative politique se fera autour d'un grand centre sans capacité d'alliance ou sans, en tout cas, structuration de l'alliance. Moi, mes alliés, c'est l'UMP. Moi, je souhaite que notre mouvement politique prenne le leadership de la droite et du centre. Voilà ce à quoi je travaille. Mais je ne suis pas là dans une espèce de flou permanent, disant de manière tactique. Mais là, c'est incroyable parce que vous êtes vice-président de Jean-Louis Borloo et finalement ce discours vous lui tenez. Donc pourquoi s'est-il rapproché de Bayrou avec les conseils que vous lui donnez, à savoir prudence? Mais on est chacun dans son rôle. Jean-Louis Borloo, il croit et vous pas une seconde. Non, il rassemble, c'est son job. D'ailleurs, on l'a élu président de l'UDI pour ça, et il le fait très bien. Et je le soutiens. Simplement, dans les stratégies de rassemblement, moi, je suis un peu la vigie. Je dis, attention, François Bayrou, très bien, bienvenue, t'es comme beaucoup de Français, tu t'es trompé, ou tu as été trompé. Bienvenue au club. Mais en tout cas, attention à ce que tu fais sur le terrain. Tu ne peux pas te remettre dans une structuration politique qui fait que ça devient incompréhensible. Moi, je pense que le pays a besoin de clarté dans les engagements. Il a besoin de créer les conditions d'une alternative politique, mais elle sera crédible que si elle est assurée politiquement. Question concernant justement François Hollande. L'UMP lui tire à boulet rouge dessus. Est-ce que vous considérez que cette présidence est très mal partie, voire totalement inadaptée comme l'UMP, ou est-ce que vous êtes, au nom de l'UDI, plus prudent? Je suis plus prudent, en tout cas sur les perspectives. Mais je suis préoccupé sur les politiques qui sont conduites. C'est une autre affaire. Quand je vois... Commençons par la prudence. Je suis prudent parce qu'un quinquennat, c'est long, c'est 5 ans. Je pense qu'en ce moment, François Hollande est en train d'habiter les habits de la fonction précisément et que ça peut évoluer dans le temps. Donc prudence, je dis simplement... Vous faites allusion au voyage à l'étranger de plus en plus nombreux. Il est très présent sur la scène internationale. Et il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui est élu président. Donc l'UMP le sous-estime? Je pense que parfois. En tout cas, je pense, oui, que l'UMP aujourd'hui sous-estime la capacité de rebond que peut avoir François Hollande. Simplement, ce qui m'inquiète en revanche, profondément, c'est la politique qui est conduite. Et je crois qu'on est en train d'handicaper la France dans une perspective de croissance que je souhaite. Regardez, j'étais ministre de la fonction publique, on est en train d'augmenter le nombre de fonctionnaires en France, mais on est fêlés. Franchement, quand vous voyez un budget de 370 milliards d'euros, la fonction publique, c'est 80 milliards d'euros de traitement de nos fonctionnaires. C'est le seul pays au monde, en tout cas occidental, qui augmente sa fonction publique. Donc ce sont des choix lourds, parce que quand on embauche un fonctionnaire, on ne le prend pas pour
pour 1 an. On le prend pour sa vie. Et justement, pour sa retraite. vendredi, vous avez rendez-vous, enfin, l'ensemble de ce qu'on appelle maintenant l'alternative, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Ayrault pour parler de la réforme fiscale, d'après ce que j'ai lu ce matin dans les journaux, donc vous allez lui tenir ce discours. Oui, je crois que d'abord c'est une question de dépense. La question de la fiscalité, elle correspond à la dépense. Imaginez, on ne le dit pas souvent, que pour équilibrer l'an prochain les comptes, nous allons emprunter non pas 70 milliards de déficit, nous allons emprunter 175 milliards d'euros. 175. Plus de la moitié, simplement plus de la moitié du budget actuel de la France, nous allons emprunter pour équilibrer. Est-ce que c'est tenable? On voit bien que la question de la fiscalité, c'est d'abord une question de dépense. Il faudra un Grenelle de la dépense. Et qu'ensuite, ils ne le font pas pour des raisons politiques? Parce que finalement, ces arguments sont les arguments... Parce qu'ils sont complètement à l'ouest au plan économique. Ils sont complètement à l'ouest au plan économique. Regardez, on est en train de cogner sur les entreprises comme jamais. Qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier? On va augmenter la TVA sur le bâtiment. C'est le moment? Vous voulez encourager le travail clandestin? Vous voulez encourager en tout cas... Vous savez que la droite l'avait prévu, l'augmentation de la TVA. Oui, mais pas la même TVA. C'est pas la TVA intermédiaire qu'on a prévu. On n'avait pas prévu de cogner sur le bâtiment. On avait prévu de dire tout simplement, on va augmenter le taux de TVA qui va permettre de faire ce qu'on appelait la TVA sociale, c'est-à-dire de baisser les charges des entreprises qui pèsent sur l'emploi. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc là, le problème devant lequel on va être, c'est qu'on va avoir une TVA qui va augmenter sur le bâtiment, qui va augmenter sur l'hôtellerie-restauration. Mais enfin, franchement, on est en train d'handicaper la croissance et le retour ou la perspective de croissance. Et ça, c'est... Mais quand vous tenez ce discours à Jean-Marc Ayrault, il le comprend. Donc s'ils ne prennent pas ces décisions concernant la fonction publique, c'est parce qu'il s'agit de leur électorat. C'est un gouvernement qui manque de courage et de perspective. Il est dans une espèce de gestion quotidienne. Enfin, franchement, regardez... C'est pas très cohérent ce que vous êtes en train de me raconter. Vous me dites d'un côté, François Hollande, méfions-nous, il est en train de se représidentialiser, et la partie n'est pas gagnée pour l'opposition. Et en même temps, vous nous dites, au fond, c'est une bande de neuneux économiques. Absolument. En tout cas, je pense que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'amateurs. Franchement. Et je suis extrêmement préoccupé, c'est que les décisions qui sont prises vont être lourdes de conséquences, parce qu'elles n'engagent pas que l'année. Alors, je distingue les choses. Je dis, il y a un président qui peut évoluer dans son image vis-à-vis du peuple, mais la politique qui est conduite n'est pas bonne pour notre pays. C'est pas antinomique, ce que je suis en train de dire. Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous attendez les échéances pour vous situer clairement dans l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou est-ce que, finalement, ce nouveau groupe centriste, Borloo, Bayrou, vous et les autres, vous pourriez participer, comme le suggère le Figaro ce matin, à un gouvernement d'union nationale, si la crise devient majeure? S'il y avait une crise majeure, quel est l'homme politique ou la femme politique qui renoncerait à servir son pays dans le cas d'une crise majeure? On n'est pas encore dans cette situation. Parce que ce soir, on va avoir à 18h les chiffres du chômage, ils seront mauvais. On arrive au printemps, vous savez, moi j'ai toujours été de ceux qui pensent que le printemps va être un rendez-vous extrêmement difficile. Parce que d'abord, on le voit bien, la courbe du chômage ne va pas s'inverser, contrairement à ce qui a été annoncé à 18h. Mais on le sait d'ores et déjà, le chômage s'est aggravé encore. Il ne s'est pas inversé, malgré ces emplois qu'on est en train de fabriquer, qui sont des emplois non durables, enfin, sont des emplois aidés, la courbe ne s'inversera pas. Donc je suis inquiet pour l'avenir, en effet. Mais je pense en tout cas qu'il faut qu'on inverse la politique. Et quand on parle de grandes réformes fiscales, c'est d'abord sur la question de la dépense qu'il faut se concentrer. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la crise, vous la voyez pour le mois de juin, quoi. Oui, moi je vois pour le printemps. Alors, on n'est pas là pour faire de la... Non. D'ailleurs, je l'astrologie. Je vous dis très franchement, je ne m'en réjouis pas. Mais je crois que tous les ingrédients sont réunis pour qu'après les élections municipales, on ait une crise assez violente dans le pays. Je le crains. Et donc l'Union nationale. Et donc, si c'était le cas, je crois que chacun de ceux qui est responsable politique devrait participer à un gouvernement d'union nationale si les perspectives mais alors là, ça sera en train de... Mais ça bouleverse... On n'en est pas là. Hein. D'accord, mais ça bouleverserait considérablement quand même les écuries présidentielles qui se préparent pour 2017. Vous savez, je vais donner un conseil à tous ceux qui parlent de la présidentielle aujourd'hui. Ils devraient se consacrer à l'essentiel. Nous avons un premier rendez-vous, c'est les municipales. Et je répète, et je redis ce que je disais tout à l'heure, la reconquête sera territoriale ou ne sera pas. Alors, prenons un exemple dans les 36 000 simple. communes. On aura ensuite des départementales, des régionales, des sénatoriales. Ça suffit à notre bonheur pour s'occuper de... François Sauvadet, justement, pour la lisibilité des municipales. Imaginez que Yann Hidalgo conserve Paris et que Menucci gagne Marseille. Finalement, François Hollande dira, voilà, vous me reprochez... Oui, je pense en effet... Est-ce que c'est une hypothèse qui est assez crédible? Oui, je pense en effet qu'il n'y aura pas une grande vague bleue. Je ne crois pas cela. Parce que les Français ont tout éprouvé, ont tout essayé, et donc ils jugeront la capacité... Donc ils auront une vague, mais bleu marine. Oui, ça c'est plus probable. C'est la raison pour laquelle je me bats pour la reconnaissance du vote blanc. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est... Le vote blanc, c'est quoi? C'est simplement... Qu'est-ce que fait aujourd'hui un électeur qui n'est pas content? Il a deux possibilités. Soit il ne va pas voter,
soit il va voter pour les extrêmes. Parce que le vote blanc, l'expression de dire « je vais voter, mais je ne me reconnais pas dans l'offre politique n'est pas comptabilisé ni reconnu. Et c'est ce que je vais proposer ce matin. Oui, mais c'est un appel que vous lancez justement au pouvoir public, parce que pour l'instant... Pour l'instant, il y avait une unanimité il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est absolument invraisemblable. Le gouvernement a changé de pied. C'est incompréhensible. Ce matin, on est en train de m'expliquer, on va m'expliquer au Parlement, qu'on ne peut pas appliquer la loi pour les prochaines municipales parce que les procès-verbaux concernant les élections sont déjà tirés, qui ne prévoient pas la reconnaissance du vote blanc. Enfin, franchement, soit on a un gouvernement d'amateurs, soit c'est hypocrite. Parce que ça voudrait dire qu'on ne veut pas considérez sincèrement, François Sauvadet, que le vote blanc est la meilleure arme contre le Front National? C'est pas la meilleure arme. La meilleure arme, c'est d'avoir une politique crédible qui évite de précipiter un certain nombre de nos compatriotes dans les votes extrêmes. Ça, c'est la meilleure arme. Mais est-ce qu'on va casser le thermomètre en disant on va faire baisser la fièvre? Non. Je dis simplement qu'il faut qu'on le constate. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique doit pouvoir être comptabilisé comme tel sans qu'on considère son... Vous n'avez pas l'impression que c'est un moyen, quand même, un bon moyen d'éparpiller les voix et que les résultats soient de moins en moins lisibles? Oui, j'entends bien ceux qui me disent, voilà... non, c'est moi qui vous le dis. Vous entendez, je suis en face. Oui, mais ceux qui me disent aussi, je l'ai entendu au Parlement, que finalement, les élections, c'est fait pour choisir. Celui qui ne veut pas choisir, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est reconnu en Espagne, c'est reconnu dans les Pays-Bas. Je dis simplement, quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique doit pouvoir être reconnu comme tel dans son choix. Alors que ça interpelle les politiques ou ça interpelle les journalistes, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, ça doit être reconnu. Dernière question. Borloo, l'homme qui pense y aller et qui n'y va jamais. Écoutez, moi je côtoie Jean-Louis Borloo beaucoup maintenant. Évidemment, je travaille avec lui, on a créé l'UDI ensemble. Donc il faut qu'il y aille en 2017. C'est quelqu'un qui est Vous savez très bien que s'il n'y a pas de représentation du centre à la présidentielle... Moi, je souhaite qu'il y ait un candidat à la présidentielle. Donc ce sera... Mais vous souhaitez que ce soit lui, puisque vous vous méfiez de Bayrou. Oui, ça c'est sûr que moi, je ne serai pas de l'équipage Bayrou tant que j'aurai pas une clarification politique. Parce que donc vous voulez que Borloo y aille? Moi, j'ai connu 2002. On m'a dit on participe au gouvernement. J'ai connu 2007. Cette fois, c'était le vote. On appelle à voter Hollande. Je pars refaire le film. Donc Borloo 2017. Oui, je souhaite que Jean-Louis soit candidat, mais je dis bien, et je vais être très précis, qu'il faudra qu'on regarde la situation politique du pays pour créer les conditions d'une alternative crédible. En tout cas, on doit compter dans le panorama politique, et ce que je souhaite, c'est que notre formation prenne le leadership, l'UDI, d'un grand rassemblement de droite et du centre, et tous ceux qui sont des déçus du socialisme, ils sont nombreux. Merci beaucoup François Sauvadet d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UDI, ancien ministre, et donc député de la Côte-d'Or. Jean-Louis Borloo viendra nous voir la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Merci. On retrouve évidemment Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et Sophie sur celle de Radio Classique. Merci.